Créée depuis 1996, Espoir pour l'enfance est une organisation non gouvernementale qui s'active aujourd'hui dans la prise en charge des enfants et orphelins vivant avec le VIH-Sida. À Ziguinchor, 420 enfants affectés ou infectés ont été accompagnés par cette structure qui continue de lutter pour une amélioration des conditions de vie de ces enfants. On s'était rendu compte également que dans le cadre de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, les acteurs qui s'investissaient dans ce secteur s'intéressaient beaucoup plus en général aux personnes vivant avec le VIH, mais il n'y avait pas une cible spécifique orphelins et enfants vivant avec le VIH. Par conséquent, le package d'activités qu'il y avait était généralement orienté vers les personnes vivant avec le VIH qu'on appelle les PV-VIH. Et la cible enfants et orphelins était quelque peu laissée en rade, où il n'y avait que des activités périphériques qui étaient menées à leur égard, en leur faveur. Donc on s'est dit non. Par rapport à la gravité de la situation, il nous faut cibler cette catégorie de la population qui quelque part est laissée en rade par les programmes s'investiguant dans le VIH. Donc, avec les partenaires tels que les districts médicaux, la région médicale, les ONG qui s'activent également dans la lutte contre le VIH. Nous, on s'est spécialisé dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, ces enfants sont souvent victimes de discrimination. C'est pourquoi Espoir pour l'enfance les accompagne pour leur réinsertion dans la société. L'appui médical qui consiste au paiement des ordonnances et autres frais médicaux. Il y a l'appui nutritionnel. Chaque trimestre, nous faisons la distribution de kits alimentaires pour appuyer les familles dans la prise en charge nutritionnelle des enfants. Bon, il y a également ce qu'on appelle l'accompagnement psychosocial. Vous savez, l'enfant ou bien la personne qui vit avec le VIH, soit il y a ce qu'on appelle le phénomène d'autodiscrimination, d'autostigmatisation. La personne même se dit, moi je suis différente des autres. Mais il y a également la discrimination et la stigmatisation au sein de la famille et de la société générale. Aujourd'hui, la situation de ces enfants mobilise toute la communauté, une conjugaison d'efforts qui est cependant loin de sortir de ces êtres vulnérables de l'ornière. Dans le milieu scolaire, le port de l'uniforme est devenu une obligation dans tous les établissements du Sénégal. Une solution contre les tenues indécentes et la discrimination sociale en milieu scolaire. Les enfants s'habillent de la même manière, avec la même tenue. Je crois que ça, c'était une très bonne manière. On ne reconnaît pas le fils du pauvre au fils des fonctionnaires. Donc là aussi, c'est une très bonne chose. Hein? Ça permet au niveau social d'équilibrer tout le monde et de donner la chance à tout le monde. La tenue scolaire est comme une carte d'identité pour les élèves, mais certaines des filles trouvent toujours une astuce pour exposer leur corps à la vue de tout le monde. Je pense que chaque élève doit prendre l'exemple de lui-même, pour qu'il porte des jupes qui dépassent du genou, même s'il ne peut pas avoir des jupes qui vont jusqu'en bas, mais quand même que les jupes descendent et dépassent de la genou. Si tu viens à l'école avec les mini-jupes là, bon, comme nous les garçons, parfois on ne parvient même pas à se concentrer. Oui, et puis ça, c'est pas respecté. Pour les filles, si ça ne dépasse pas les genoux, quand même ça c'est autre chose. C'est provoquant. Le port de la tenue dans le milieu scolaire est une solution qui libère tout le monde, en particulier les parents. Ces tenues qui répondent à des critères sont souvent retaillées par la plupart des filles en mini-jupe. Ils étaient plus d'une centaine de participants provenant essentiellement du secteur privé, de l'administration et de la société civile à prendre part à l'atelier de vulgarisation du chemin de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Ainsi, le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance qui a ouvert les travaux a décliné les objectifs de cet atelier. Donc nous visons comme objectif de vulgariser ce schéma qui offre des opportunités, mais nous visons également à donner un exemple, cette visite que nous allons faire tout à l'heure à la frontière, pour justement dire à tous les peuples que c'est une réalité, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Évidemment, il y a beaucoup d'efforts à faire pour arriver à une CEDEAO des peuples.
Il y a beaucoup d'autres efforts à faire, mais les États ont déjà tracé la voie. Sur le plan institutionnel, ce qui devait être fait a été fait. Il reste maintenant à sensibiliser les populations. Et je pense que la présence des honorables députés ici à mes côtés, qui œuvrent justement pour l'intégration tous les jours. Donc cette présence nous rassure parce que ce sont des représentants des peuples. Et les représentants des peuples portent la voix du peuple. Donc s'ils s'associent à ce que nous faisons pour arriver à une intégration des peuples, je pense que demain, cette intégration des peuples aussi sera une réalité. La participation de la Guinée-Bissau, représentée par son secrétaire d'État au plan et à l'intégration, symbolise l'engagement commun des deux pays à approfondir le processus d'intégration régionale dans l'espace CEDEAO. Nous sommes venus, c'est un événement très important pour nous, la Guinée-Bissau, parce que Ziguinchor est une plaque tournante pour la Guinée-Bissau. Comme vous savez, nous avons ici beaucoup d'étudiants. Comme vous savez, nous venons souvent visiter cette belle ville de Ziguinchor. Donc nous sommes venus nous solidariser, nous sommes venus être informés pour ce qui se passe ici. Donc c'est la raison de notre participation. On va inaugurer tout à l'heure à la frontière une plaque. Donc on pense qu'avec cet acte, va nous permettre effectivement d'être plus intégrés encore, d'avoir des relations encore plus étroites avec Ziguinchor, avec le Sénégal. Et nous espérons que les petites tracasseries qu'on souvent on voit dans nos deux frontières vont effectivement terminer et on va commencer effectivement à être plus intégrés. Après Kaolack et Saint-Louis, cet atelier organisé à Ziguinchor est le troisième du genre en collaboration avec l'Union nationale des chambres de commerce pour proposer des voies et moyens d'aider les opérateurs économiques à comprendre le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Une simple panne sèche serait à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à 71 personnes lundi en Colombie. Selon les médias brésiliens, l'autonomie de l'appareil est légèrement inférieure à la distance entre Santa Cruz en Bolivie et l'aéroport colombien de Rio Negro où il devait atterrir. L'enregistrement du pilote quelques minutes avant le crash semble confirmer cette hypothèse. L'appareil est en panne totale, dit-il, panne électrique totale, sans carburant. L'avion transportait l'équipe de football de la petite ville brésilienne de Chapecó. Le modeste club avait fait escale en Bolivie avant de se rendre à Medellín pour jouer la finale de la Copa Sudamérica face au mythique Atlético Nacional de Colombie. Dans le stade où aurait dû avoir lieu la rencontre hier soir, les bougies ont remplacé la ferveur des supporters. Je quitterai ma formidable entreprise pour me concentrer entièrement à la direction du pays. Via Twitter, Donald Trump assure donc qu'il se retirera des affaires avant d'entrer à la Maison-Blanche, histoire de dégonfler la polémique sur les problèmes de conflit d'intérêts. En attendant, le président élu a officialisé son équipe économique. D'une part, il a nommé le milliardaire Wilbur Ross au poste de secrétaire au commerce. D'autre part, c'est un ex-banquier de Goldman Sachs et autre figure de Wall Street, Steven Mnuchin, qui sera secrétaire au Trésor. Notre priorité numéro 1 sera l'économie, dit-il. Il faut revenir à 3 ou 4% de croissance. Nous pensons que c'est tenable et nous allons nous concentrer sur le travailleur américain. Pour les ministères de la Défense et des Affaires étrangères, il faudra encore attendre. Le républicain modéré Mitt Romney est parmi les favoris pour la diplomatie, de même que l'ex-chef de la CIA David Petrus ou encore l'ex-maire de New York Rudolph Giuliani. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, gros plan sur une possible avancée vers un traitement pour les porteurs du virus. L'espoir est né d'une étude sur les singes portant sur des anticorps contre une maladie intestinale. Des tests cliniques sur les humains ont à présent été lancés pour évaluer ce médicament produit par un laboratoire japonais. J'ai pris connaissance de cela sur Internet, explique ce participant aux essais cliniques. J'avais lu beaucoup d'histoires où l'on promettait un traitement ou un vaccin. J'ai ressenti le besoin de faire quelque chose. Testé sur plusieurs singes, le traitement a permis de rendre le virus quasiment indétectable.
un des meilleurs spécialistes de la maladie, s'est penché sur cette nouvelle piste. Il reste prudent en attendant les essais menés sur l'homme. Les données vont nous dire s'il y a lieu vraiment de se réjouir, dit-il. Mais nous n'avons aucune donnée jusque-là, donc je reste très réservé. Et de rappeler que des avancées époustouflantes ont été faites ces 30 dernières années, en revanche dans le domaine de la prévention, sur le fait d'abaisser le risque de contracter la maladie pour les personnes séronégatives. Pour l'heure, seuls les traitements antirétroviraux permettent de diminuer la quantité de virus dans le sang et donc d'augmenter l'espérance de vie des malades. Mais ces traitements sont très chers et très contraignants.